Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Quelle place ont les autres individus dans notre approche du bonheur? Jusqu'ici, nous avons formulé des recommandations qui s'appliquent à nous-mêmes sans tenir compte du comportement de nos contemporains. Mais évidemment, ils ont un rôle à jouer dans notre bonheur. Nous allons l'aborder au travers de notre coopération avec eux, et plus spécifiquement après dans le cadre de notre communication. Bref, on va en parler. Précédemment dans Théorie du bonheur. Mais si je demande à ces 5 mêmes personnes ce que c'est que le bonheur, il y a également de très fortes chances pour qu'elles me donnent 5 réponses différentes. Je propose de gérer notre émotion en nous exerçant à appliquer les étapes suivantes. Prendre conscience de l'émotion, en comprendre les causes réelles, qualifier ses influences sur nous, choisir de les rechercher ou de les éviter, et enfin y réagir. Les autres individus peuvent contribuer à notre bonheur ou y faire obstacle, en fonction de ce qui les motive. Nous avons dit lors du chapitre sur l'action que la motivation derrière tous nos agissements devait être notre poursuite du bonheur. Mais qu'en est-il pour nos contemporains? La plupart des gens n'ont pas une approche particulièrement réfléchie ou même consciente du bonheur, ce qui d'ailleurs ne les empêche pas forcément d'être heureux. Beaucoup désirent être heureux par préconception. Sans vision claire de ce que ça signifie, ils le cherchent au moyen d'objectifs établis au hasard de leur contexte et de leurs émotions. Certaines de leurs actions peuvent alors nous paraître incohérentes ou irrationnelles. Quand bien même d'autres ont une approche consciente et réfléchie du bonheur, cette approche peut encore être très différente de la nôtre. Et quand je dis différente de la nôtre, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne suit pas les recommandations que j'ai formulées au cours de cette série. Comme ces recommandations comportent des degrés de liberté permettant à chacun de se les approprier à sa manière, le résultat peut être très différent d'un individu à l'autre. Qui plus est, personne n'est parfaitement rationnel dans son jugement, même en cherchant à l'être autant que possible. Les actions de chacun s'en trouvent affectées, et peuvent à leur tour sembler incohérentes. C'est pas parce que nous pensons que les autres devraient se comporter de telle ou telle manière qu'ils vont le faire. Nous ne pouvons que prendre acte de leurs actions et nous y adapter, qu'elles nous plaisent ou non, qu'elles paraissent rationnelles ou non, et qu'elles soient basées sur des motivations qui nous semblent justifiées ou non. Par ailleurs, le simple fait d'exister affecte notre entourage, parfois même sans que nous le voulions ou que nous en ayons conscience. Nos actions ont des conséquences sur les autres, tout comme leurs actions ont des conséquences sur nous. Ces conséquences peuvent être favorables ou défavorables à chacun. Maintenant qu'on a dit ça, il y a 2 approches possibles du problème. La première consiste à refuser de subir les conséquences défavorables des actions des autres, auquel cas, la seule solution consiste à nous isoler d'eux autant que possible. Ça, j'ai vérifié, c'est compliqué mais pas impossible. Si on en a les moyens, on peut acheter une île déserte et y vivre. Par contre, logistiquement, c'est une galère, et ça pose pas mal de contraintes. Mais surtout, nous avons vu dans les épisodes précédents que nous avions besoin des autres dans notre approche du bonheur, ne serait-ce que du fait de notre complémentarité. Avant de nous séparer d'eux, je propose de considérer la deuxième approche, qui consiste à dire « Ok, il est inévitable que je subisse les actions défavorables des autres, mais elles peuvent aussi être favorables. Comment je peux faire alors pour bénéficier au maximum des conséquences favorables, tout en évitant les conséquences défavorables? Pour parvenir à ça, il nous faut communiquer et coopérer avec les autres. On va s'intéresser à quelques usages de notre coopération et montrer qu'elle nous permet de tirer avantage de l'existence et de l'action des autres, moyennant quelques précautions. L'atome d'hydrogène est le plus simple de tous les atomes. Il est composé d'un neutron et d'un proton, on le retrouve notamment dans la molécule d'eau, H2O, qui en contient 2. Oui, je sais, dit comme ça c'est vachement impressionnant, mais je dois vous faire une confession. J'ai pas trouvé ça tout seul. J'ai d'ailleurs jamais observé l'atome d'hydrogène de mes propres yeux, et j'aurais jamais eu connaissance de son existence si on ne me l'avait pas transmise. Depuis l'Antiquité, où la question de la composition de la matière a commencé à se poser, à nos jours, les humains ont observé la nature pour comprendre notre monde en s'en faisant une représentation théorique de plus en plus précise. Et comme une vie humaine est très loin de suffire à cette tâche, notre connaissance se communique de génération en génération, pour que notre quête de vérité se poursuive. C'est un processus de tâtonnement collectif vieux de plusieurs millénaires,
au cours duquel les humains observent, raisonnent, débattent entre eux, proposent des modèles, se trompent, corrigent et avancent. Qui plus est, mieux nous comprenons notre monde, mieux nous parvenons à en tirer avantage, du fait des progrès de notre technologie. C'est ainsi que nous vivons aujourd'hui beaucoup plus vieux et en meilleure santé qu'autrefois, que nous communiquons instantanément d'un bout à l'autre de la planète, ou encore que nous produisons de l'énergie. Notre coopération est donc un moyen de recherche de la vérité par le partage de nos connaissances et de nos perspectives, ainsi qu'un moyen d'augmentation de nos capacités, ce qui revient à nous donner davantage de liberté. Et ça, c'est tout aussi vrai à notre échelle individuelle, à condition de ne pas propager ou accepter de fausses informations, bien sûr. Ça, on en reparle dans environ 2 épisodes. Je finis juste sur ce point avec une remarque qui est qu'on vit aujourd'hui à une époque fabuleuse du point de vue de l'accès à la connaissance. Avec Internet, on peut quasi gratuitement apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans n'importe quel domaine. Même jusqu'à un métier, juste avec du contenu en ligne. Ce qui veut dire que notre connaissance individuelle n'est plus une question de moyens, comme elle a pu l'être par le passé. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une question d'effort. Autant je me débrouille à peu près en montage vidéo, autant je suis une tâche en bricolage. Au mieux, je sais vaguement accrocher un cadre et monter un meuble Ikea tout simple. Et j'ai bien conscience que ça fait de moi un piètre équipier en cas d'invasion zombie. Heureusement, j'ai un très bon ami capable de réparer n'importe quoi contre un apéro. Il se reconnaîtra, je le salue et le remercie chaleureusement pour tout ce qui tient debout chez moi. Il nous serait bien difficile d'être à nous tout seuls médecins, bâtisseurs, agriculteurs, cuisiniers, explorateurs, chercheurs, etc. Tout au mieux, nous ne pourrions avoir qu'une approche très superficielle de chacun de ces métiers en simultané, et nous n'en retirerions que des bienfaits très limités. En nous spécialisant chacun dans nos domaines de prédilection et en redistribuant les bienfaits, nous bénéficions tous du meilleur de ce que ces métiers ont à offrir. Et quand bien même notre compétence ne nous empêcherait pas d'agir pour nous-mêmes, d'autres circonstances, comme notre fatigue ou notre manque de disponibilité, peuvent justifier que nous fassions appel aux autres pour nous rendre service. Faire quelque chose est un moyen complémentaire à notre action directe, qui nous permet de progresser davantage et par là même d'étendre notre liberté. Attention toutefois, faire une tâche à quelqu'un n'est jamais gratuit et coûte souvent plus cher que nous ne l'anticipons. Pour apprécier adéquatement ce qu'il nous en coûte, il faut comptabiliser et additionner plusieurs choses. Employer un stagiaire en entreprise, par exemple, ne permet pas tellement de gagner du temps. Vous devez d'abord lui apprendre à exécuter les tâches que vous lui confiez. Enfin ça c'est normalement, si on détourne pas le concept de stage comme un malotru pour dissimuler du travail sous-payé en obtenant des exonérations d'impôts. Mais je digresse. J'appelle alors coût d'instruction le temps et l'énergie que vous allez dépenser à faire comprendre à votre interlocuteur ce que vous attendez de lui. Vous êtes peut-être familier avec des chaînes de restaurants où votre plat est cuisiné devant vous pendant que vous attendez comme un plot devant le comptoir. Ce genre d'expérience est une torture pour moi. Je me dis systématiquement qu'à la place de l'employé, je laisserai pas carboniser la garniture, que je la noierai pas sous une tonne d'huile, et que j'ajusterai la température de la plaque. Et en même temps, je comprends et j'accepte qu'il fasse ça pour me servir plus vite, parce que son objectif à lui n'est pas de me faire un plat délicieux, mais de servir un maximum de clients. J'appelle coût de déviation l'écart entre le résultat livré et celui que vous auriez souhaité et obtenu par vous-même. L'expression « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » résume qu'à compétences égales, nous sommes mieux à même d'agir dans notre intérêt que celui qui nous rend service. Ce dernier peut agir différemment de ce que nous souhaitons pour servir son intérêt à lui, possiblement aux dépens d'une autre. Ce qui m'amène à la nécessité de surveiller l'action de la personne qui nous rend service. J'ai dû une fois emmener ma voiture au garage parce que ma pédale de frein ne revenait pas entièrement dans sa position initiale, ce qui fait que mon feu arrière restait allumé en permanence. C'était dangereux en circulation parce que les autres véhicules ne pouvaient pas voir si je freinais ou non, et c'était gênant en stationnant parce que ça vidait ma batterie. Le garagiste m'a fait un devis à 2500 balles pour remplacer tout le pédalier. Et j'ai beau être nul en mécanique, j'ai quand même vite vu qu'il me prenait pour un pigeon parce que ses explications étaient très incohérentes. Je l'ai envoyé chier et je suis allé à un autre garage qui m'a simplement changé le ressort de la pédale de frein pour 60 €. Le coût de surveillance consiste en le temps et l'énergie dépensés à vérifier non seulement que le travail est bien fait, mais aussi que l'individu qui vous rend service ne profite pas de votre confiance pour vous arnaquer, vous voler ou vous nuire plus généralement. Et enfin, le dernier coût à envisager est tout simplement la rémunération de la personne qui agit pour vous, que ce soit sous forme de monnaie ou d'un autre service que vous rendrez à votre tour à cette personne.
Assez souvent, on ne pense qu'à cette rémunération lorsqu'on estime le coût que représente le fait de déléguer une tâche. Il faut pourtant tenir compte de tous les autres coûts, parce qu'en les négligeant, nous pouvons faire une erreur de calcul suffisante pour nous tirer de belles balles dans les pieds. Un avantage essentiel de notre communication avec les autres réside simplement dans le fait de leur parler, de leur faire part de ce que nous ressentons et de connaître leur opinion. La discussion nous permet d'exprimer nos émotions, de les comprendre, de les accepter et de les résoudre, plutôt que de les enfouir. Les regards extérieurs nous permettent aussi de déterminer lorsque notre jugement est affecté par notre émotion, afin de restaurer notre objectivité et la pertinence de nos actions. En somme, notre entourage peut nous aider par la conversation à appliquer l'ensemble des recommandations que j'ai formulées à l'épisode 4 quant à la gestion de nos émotions. Alors évidemment, il ne faut pas prendre pour argent comptant le point de vue de notre entourage, et toujours exercer notre esprit critique. Surtout si on considère que nos communications peuvent nous nuire, volontairement ou non, en suscitant des émotions indésirables ou en véhiculant de fausses informations. Il convient donc de communiquer avec nos contemporains, un maximum même. Mais aussi de rester sur nos gardes. Et la manière de rester sur nos gardes, on va en parler au prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 11e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Le sujet de notre coopération est à cheval sur tout un tas d'autres thèmes sur lesquels on va revenir plus en détail, comme le progrès, la société ou les relations humaines. C'est pourquoi je suis resté très superficiel dans certains de mes raisonnements. Ne vous inquiétez pas, on va très largement approfondir ces sujets dans les épisodes à venir. Avant de partir, n'oubliez pas si vous le souhaitez de cliquer sur l'indomptable pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochains épisodes, et de me faire part de vos questions ou de vos remarques dans la section commentaires. Comme toujours, je vous invite à partager l'épisode autour de vous si vous voulez aider au développement de la chaîne, et vous en remercie très chaleureusement. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.